Ce webinaire, donc, on a intitulé «L'émancipation au féminin, au-delà d'un idéal, quel levier d'action?». On l'a organisé pour faire un peu l'écho d'une aspiration de plus en plus forte des citoyens à participer, à s'impliquer dans la vie de la société et à son changement, à vouloir co-décider et co-construire. Encore aujourd'hui, il existe de très nombreuses inégalités qui font que les habitants des quartiers populaires rencontrent d'autant plus de difficultés à accéder à une émancipation totale. Les femmes, encore plus que les hommes, rencontrent des freins liés à des inégalités qui sont persistantes. Malgré ces freins à l'émancipation, est-ce pour autant que les femmes habitant des quartiers, que les citoyens et les citoyennes des quartiers prioritaires ne s'inscrivent pas dans cette aspiration globale des citoyens à davantage faire porter leur voix, davantage co-décider, co-construire, participer à la vie de la société et participer au changement? Comment est-ce qu'on fait pour développer des actions qui induisent une véritable participation des habitants? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et comment chaque acteur de la politique de la ville, que ce soit les élus, que ce soit les acteurs de terrain, que ce soit les habitantes, comment chacun à son niveau peut contribuer au renforcement de la participation des citoyens et de l'émancipation des femmes habitant dans les quartiers de la politique de la ville? Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par dire deux mots sur mes fonctions. En fait, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait, pour le dire plus concrètement, mon travail consiste à une déclinaison des politiques publiques liées à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si je suis à ces fonctions-là aujourd'hui, c'est bien qu'on mesure le défi qui est le nôtre, celui de la société en France, pour parvenir à une société qui a des rapports un peu égalitaires. Alors, c'est la traiter de la question de l'émancipation, elle est traitée de la question des freins et des empêchements à avoir une vie en position d'autonomie et pouvoir promouvoir, être promu dans un certain nombre de secteurs. Ce qu'on sait à l'adresse des femmes, globalement en France, c'est qu'on a de forts décalages et des forts freins en matière d'accès à l'emploi, c'est-à-dire par exemple que les emplois et les métiers ne sont pas du tout mixtes à l'adresse des femmes. Les femmes se concentrent dans des secteurs d'activité fortement précarisés, avec des emplois atypiques, des horaires difficiles. On s'occupe beaucoup des autres, on s'occupe beaucoup de soins aux autres parce qu'effectivement on a tendance à penser que c'est absolument naturel, absolument inné et que ça fait partie d'un prolongement finalement de la vie domestique. On est encore à se dénouer des chaînes et des chaînes des fois insidieuses à l'adresse de notre contribution à la vie politique. Alors je dis nous parce qu'effectivement je m'englobe dans le collectif de femmes. Donc vraiment on sait qu'on a un fort enjeu à faire que la place des femmes à tout endroit et dans toutes les sphères de la société soit pensée comme égalitaire. Et à l'adresse des quartiers, alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser qu'à l'endroit des quartiers, il y a un sexisme qui se veut un peu extraordinaire, donc avec effectivement alors des réalités qui sont attestées, mais aussi des points de vue de l'imaginaire, à savoir qu'effectivement dans les quartiers, on aurait la place des femmes qui sont dans des positions vraiment de subalterne, l'image de la victime extrême, donc d'un sexisme lié à des questions qu'on maîtrise souvent très mal, à des supposées cultures, des supposées communautés, des supposées religions. Souvent, dans l'image des femmes dans les quartiers, les femmes des habitantes, on voit l'image de femmes plutôt victimes de l'oppression masculine qui se produit à cet endroit de façon surdimensionnelle. Ce que donne à voir le réel et du travail, des contributions des associations et des expériences, alors que je partage avec beaucoup de satisfaction actuellement, notamment à l'endroit de l'île de Thau, mais à plein d'endroits. Là, j'arrive des Cévennes et d'un projet sur l'égalité femmes-hommes qui, franchement, donne des résultats saillants et performants.
c'est que les femmes, elles sont en plus grande quantité dans le travail avec les structures associatives. Elles ont géré le moment du confinement avec une énergie, une volonté d'agir qui était impressionnante. Elles ont fabriqué des masques, elles ont fait les démarches sur le numérique parce que finalement personne ne sait les faire. Elles ont des idées sur la politique, elles ont envie de participer à la vie de la cité. Mais des questions finalement qu'on voit dans l'ensemble de la société, on le pose à la question, on a des retours par exemple sur les femmes en politique qui attestent du sexisme dont elles sont victimes, des remarques sur leur tenue, des remarques sur leur coiffure, pour discréditer effectivement leurs paroles. Donc moi je trouve que désigner et déterminer la question d'un objet de travail autour de la question de l'émancipation des femmes, c'est d'abord penser au réel, penser d'abord en termes de pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment les femmes qui contribuent à cette action, cette vie dans le quartier, on peut penser avec elles les réels contours d'une vie qui se veut plutôt égalitaire, comment elles ont projet d'élever leurs enfants dans une société qui serait réformée, comment elles ont envie d'occuper l'espace public, quels sont les freins qu'elles y voient. Travailler sur le pouvoir d'agir, ça nous met au défi, alors nous institutionnels, puis le tissu associatif notamment, et puis les acteurs sociaux au sens large, ça nous met au défi d'accepter la façon dont elles pensent elles-mêmes les changements. C'est-à-dire que souvent on ouvre des espaces de travail où il est question de leur dire, et puis on l'a vu, combien l'image de ces femmes habitantes, elle est vue comme des femmes qui ont plus d'agentivité, qui peuvent plus du coup discerner, la question de l'emprise. Donc en fait ces représentations et cette carte mentale, en fait elle a des effets sur les actions qu'on promeut. On se dit oh mais non, on va pas faire cette action là parce qu'elles n'oseront pas parler, parce qu'elles ne peuvent pas parler, elles ne comprendront pas ces sujets. Donc ça pose la question de nos regards finalement à leur adresse, et qui méritent vraiment d'être mis à l'épreuve d'une vraie rencontre, d'une vraie confrontation, et d'une capacité aussi à accepter des projets qui ne sont pas pensés par les institutions, qui ne sont pas descendants, qui ne sont pas sous contrôle, et sur lesquels moi je trouve que, en tout cas de ma place en tant que déléguée aux droits des femmes et de ma place en institutionnelle, je me dis que je vais avoir l'humilité de me dire que ces beaux projets qui sont des porteurs d'actions fécondes et vraiment de changement social, il faut être là pour les accompagner, s'effacer. Permettre leur réalisation et s'effacer, mais effectivement accepter un réel changement social. Merci. Bonne journée. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Plusieurs choses déjà pour commencer, donc me présenter, même si comment Ville et Territoires l'a déjà fait, mais juste pour préciser que donc moi c'est mon premier mandat, donc je suis élue écologiste à Rennes Métropole. J'ai été élue en tant que, je trouve plus mes mots, en tant que militante issue de la société civile, non encartée. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'avoir cette mission qui est vraiment très intéressante et en même temps, je dirais, au démarrage un peu dense avec ce contexte de Covid que vous vivez aussi. Donc, je suis vice-présidente de Rennes Métropole, déléguée aux solidarités, à l'égalité et à la politique de la ville. Je travaille beaucoup en binôme avec ma consoeur aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations à l'échelle de la ville de Rennes. Et puis, bien évidemment, avec tous les autres élus en charge des questions de solidarité au niveau des 43 communes de la métropole, dont la ville de Rennes. Voilà. Alors, avant de commencer, c'est quand même important, il me semble, de vous donner une petite photographie quand même du territoire rennais. Donc, c'est 5 quartiers prioritaires à Rennes, donc, dont un territoire en veille, avec donc 31 000 habitants, mais là, c'est pas très à jour parce que ça a augmenté évidemment. Et un contexte en fait particulier qui fait que en fait ma politique publique telle que je la pense et telle qu'on l'a imaginée dans le cadre de ce nouveau mandat,
elle est intimement liée, bien entendu, aux questions d'égalité. J'essaye de ne pas dissocier les deux et d'avoir une démarche un peu transversale entre les outils de lutte contre les discriminations et le contrat de ville. Et donc, juste pour donner un exemple, on a réalisé là une enquête sur le ressenti des discriminations vécues dans les quartiers prioritaires, mais pas que, plus largement. Et donc, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de chiffres et puis aussi des orientations pour la feuille de route, à savoir que 59% des habitants interrogés disent avoir vécu des discriminations. Et les trois, je dirais, facteurs de discrimination les plus importants, c'est la question du sexisme, la question du racisme et la question de l'handiphobie. Voilà, donc déjà, ça donne un petit peu un cadre. Et les domaines où il y a le plus d'urgence, enfin, il y en a un peu partout, mais disons que si on devait prioriser les choses, c'est le secteur de l'emploi, le secteur des transports et le secteur de l'espace public. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc là, ça ne marche plus. Hop, si c'est bon. N'ayez pas peur, j'ai des slides un peu denses, mais je ne vais pas tout dire parce que j'imagine qu'on pourra vous transmettre les documents. Mais donc, ça me semblait important aussi de vous signifier que, disons que sur notre territoire, on essaye d'avoir une approche transversale, comme sur plein d'autres territoires, mais avec une dynamique forte autour de la coopération. Donc, je vais détailler après sur les questions de démocratie locale, mais je voulais quand même vous donner une petite photographie des enjeux qui m'animent durant ce mandat sur la place des femmes dans les quartiers prioritaires, notamment, donc avec cette idée d'avoir un territoire d'égalité. Donc, c'est très ambitieux, mais en tout cas, on a essayé de mettre des outils de gouvernance partagés de façon à vraiment se focaliser sur cette question-là, à la fois de l'égalité, du plan de lutte contre les discriminations et bien entendu des quartiers prioritaires. L'objectif aussi, c'est de déployer la fonction ressource de la mission égalité et politique de la ville. Donc, moi, je suis très fière de travailler avec l'équipe des agents de la métropole qui sont déjà d'une part déconstruits, qui sont toujours en veille sur de la formation assez régulièrement et qui ont aussi une dynamique de recherche-action très, très intéressante et d'enquête aussi et d'évaluation de nos propres politiques publiques. Après, évidemment, il y a encore plein de trous dans la raquette, mais au moins pour moi, c'est vrai qu'en début de mandat, ça a été à la fois intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur, en interne, et en même temps aussi rassurant de voir qu'on avait tout un tas de moyens à notre disposition, même si on avait effectivement une communication qui n'était pas encore très, très aboutie et très visible. Et c'est d'ailleurs l'enjeu numéro 5 de cette politique publique, de travailler sur l'accessibilité de notre action publique et renforcer la communication à la fois sur la politique de la ville et en même temps sur la politique d'égalité. Le troisième enjeu, c'est de renforcer l'accompagnement des victimes. Et le quatrième, c'est vraiment de travailler sur l'exemplarité et la cohérence de la métropole. Parce que qui dit démocratie locale, c'est aussi de voir comment on travaille en interne, mais aussi en externe, bien entendu, avec les différents acteurs. Mais c'est aussi de voir comment on peut faire gage d'exemplarité à travers notamment, je prends l'exemple des ressources humaines, où on est en train de faire un gros boulot sur, alors la question de la parité, ça va à peu près, mais la question de la diversité, on a encore une grande marche à monter. Et c'est de voir comment on peut aussi travailler sur l'accompagnement et je dirais même l'embauche de femmes issues des quartiers prioritaires. Voilà, enfin, il y a tout un tas de choses, mais en tout cas, sur la déconstruction et sur la formation en interne, ça nous semble vraiment très important parce qu'il s'agit d'être cohérent quand on veut essayer d'embarquer ou de sensibiliser à la fois les associations, les entreprises et les acteurs du terrain. Donc, on a un peu deux approches. La première, c'est travailler sur, je dirais, une approche intégrée. Donc, moi, à l'échelle de la métropole, j'essaie de distiller et de faire chausser les lunettes de l'égalité et des quartiers populaires auprès de mes collègues élus au sein de la métropole, avec quatre ou cinq chantiers majeurs. C'est comment travailler avec le secteur culturel, l'économie, les RH, les transports et le logement. Après, il y a aussi un autre outil qui est celui de l'intersectionnalité, à savoir essayer de voir comment on peut déconstruire et accompagner déconstruire les préjugés cumulés et en même temps accompagner les victimes, les personnes qui sont victimes de discrimination cumulée. Tout cela en essayant d'avoir aussi une dynamique positive pour montrer
à quel point il y a une richesse et une vitalité dans les quartiers, notamment sur les questions d'égalité, mais pas que. Donc, on essaye de travailler avec la politique éducation. Donc, il y a l'exemple des cours dégenrés. Donc, il y a eu un gros boulot de fait de consultation auprès des parents, auprès du corps enseignant, auprès des acteurs associatifs à Rennes pour lancer ce grand chantier de cours dégenrés. Il y a aussi une volonté de soutenir, j'en parlerai un peu plus tard, mais les nouvelles formes, enfin les formes d'auto-organisation, alors que parfois, j'entends souvent parler de community organizing, donc c'est très américain, mais en tout cas, dire qu'effectivement, on a des nouvelles formes de coopération et de collectif, notamment chez des parents d'élèves, qui sont très intéressantes à accompagner, mais avec toujours l'enjeu d'être dans la juste mesure. Des questions aussi de travail avec le secteur de la santé, pour faire aussi émerger cette dynamique autour de la mesure de l'impact des discriminations sur la santé. Et puis le soutien à des projets innovants auprès des femmes dans les quartiers, donc notamment centre de santé, mais aussi un projet atypique qu'on a à Rennes qui s'appelle les Marées Roses et qui sera un futur tiers-lieu sur du tatouage thérapeutique et solidaire et de l'accompagnement post-traumatique. Et puis, on assume aussi de soutenir des projets en non-mixité, donc c'est tout à fait d'actualité en ce moment avec l'UNEF, mais en tout cas des groupes de parole en non-mixité sur différentes questions. Un travail aussi sur les violences faites aux femmes, avec la création d'une maison, donc en lien aussi, en concertation, en co-construction avec des femmes victimes, et puis tout le travail sur d'autres politiques publiques que je ne vais pas forcément détailler là. En ce qui concerne la question de l'émancipation des femmes dans les quartiers prioritaires, je me suis un peu posé la question de comment essayer de partager l'expérience rennaise sans partir dans tous les sens. Donc, c'est un sacré défi. Mais en tout cas, je me suis dit, autant partir de la crise Covid, la multicrise sociale, économique qu'on est en train de vivre en ce moment et environnementale. Et en fait, on a un projet qui me semblait intéressant de partager, qui est celui de Solidaren. Donc, c'est une coopération, c'est vraiment la coopération entre des acteurs privés, des acteurs associatifs, des citoyens et la collectivité. Et on a créé une fondation donc, qui regroupe 70 acteurs, dans lequel on essaye de vraiment, comment dirais-je, interroger les modalités d'intervention et aussi notre façon d'être vis-à-vis des personnes dans les quartiers prioritaires et notamment des femmes. Et c'est un projet auquel on a alloué un certain budget. Et l'objectif, c'était de voir comment on pouvait répondre à l'urgence alimentaire dans le faire, là, tout de suite, maintenant, au vu du contexte qu'on a tous et toutes vécu et qu'on continue à vivre. Et donc, voilà. Donc, c'était surtout centré sur la question alimentaire avec d'autres chantiers en cours. Mais là où il y a vraiment, comment dirais-je, à mon sens, une innovation, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table 16 associations donc, que vous connaissez bien, Secours Populaire, Emmaüs, Unicité, etc., la Banque Alimentaire, pour créer un village alimentaire éphémère durant tout l'été, mais qui finalement a donné lieu à une pérennisation et un lieu à Rennes, et dans lequel on a des personnes, et notamment des femmes issues des quartiers prioritaires, qui étaient bénéficiaires et qui sont devenues aujourd'hui bénévoles et pleinement investis, avec aussi des formations et une valorisation en fait de ces expériences-là pour peut-être envisager l'insertion professionnelle. Voilà. Sur la question de l'émancipation citoyenne ou l'exercice de ses droits en tant que citoyen, je vous prie de m'excuser, j'ai mon interphone qui sonne. Je m'excuse, un petit instant. Je vous prie de m'excuser, désolée, c'est les aléas du télétravail à la maison. Donc, je disais sur la question de l'émancipation citoyenne, on a effectivement un outil qui existe à Rennes depuis 2015, qui est la charte de démocratie locale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après un diagnostic, qu'il y avait deux façons de voir les choses. Donc, une première, c'est qu'effectivement, on a une présence grandissante en quartier populaire d'associations, donc comme je disais, de parents d'élèves, de collectifs d'habitants et aussi de nouvelles formes d'auto-organisation. Et on a aussi en même temps un éloignement très fort des circuits de décision et des instances de co-construction.
Une fois qu'on a dit ça, on est en train de faire un bilan et une évaluation des différentes instances. Donc, pourquoi une évaluation? Parce qu'en fait, je pense que c'est pareil sur les autres territoires. On a un déficit de représentativité des femmes dans les différentes instances, donc les conseils de quartier, les conseils citoyens, etc. Et en même temps, on a aussi des nouvelles formes de collectifs qui arrivent et des outils qu'on a essayé d'imaginer, comme par exemple les jurys citoyens qui vont être mis en place sur les grands projets urbains, la mission 5G, la charte de l'arbre en ville, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer à la moulinette toutes ces instances et de voir comment on peut essayer de les rendre beaucoup plus attractives, adaptées aussi à la réalité du quotidien et beaucoup plus ouvertes et finalement plus souples aussi, quoi. Avec cette exigence de travailler sur la mixité et la parité, notamment, sur la construction de cette charte, et de voir comment on peut aussi utiliser un autre outil que nous avons depuis quelques années qui s'appelle le bureau des temps pour justement essayer de voir, c'est toujours la question du temps en fait, de l'engagement au sein d'instances. Et donc voilà, c'est un outil qui nous semble intéressant et qui est né il y a quelques années à partir d'un constat, c'était celui des conditions de travail des femmes agents d'entretien à la ville de Rennes. Et en fait, on a essayé d'avancer sur ce sujet-là en se disant que finalement, il fallait vraiment faire un boulot pour essayer d'améliorer les horaires de travail. Et donc aujourd'hui, ces femmes travaillent notamment, enfin ces femmes, je parle vraiment des femmes agents d'entretien repérées, elles travaillent, elles ont des horaires de journée. Ça a engendré une meilleure reconnaissance et aussi un baisse du turnover chez les équipes. Et à partir de cette initiative-là, on a essayé de penser en fait de manière générale la place, de chausser ces lunettes de l'égalité et de voir comment on pouvait étendre ce logiciel finalement à d'autres usages de la ville, et notamment sur la question des déplacements, des mobilités, etc. etc. Je vais peut-être un peu trop vite, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Autre sujet aussi qui est au cœur des quartiers prioritaires, comme bien d'autres, c'est la question de l'émancipation économique. Donc, sur notre territoire, on est en train de lancer une étude pour expérimenter le revenu minimum garanti. C'est une étude qui est lancée en lien avec, en regardant de plus près ce qui a pu être mis en place, notamment à Grande-Sainte, avec l'ancien maire Damien Carême. Et donc, on a toute une équipe en lien avec des habitants des quartiers prioritaires et des habitants pour essayer de penser ce revenu et en s'autorisant aussi à avoir une réflexion sur l'individualisation fiscale et sociale de cette aide, puisqu'on sait très bien que c'est un enjeu majeur aussi dans un parcours d'émancipation, d'avoir sa propre aide et qu'elle ne soit pas, liée au foyer fiscal. Autre sujet aussi, le plan emploi quartier, que vous avez peut-être aussi sur vos territoires. Donc là, c'était à la base à l'échelle de la ville et on a choisi de le faire monter à l'échelle de la métropole avec différents axes de travail. Donc il y en a plusieurs, mais notamment les clauses sociales dans le cadre des grands chantiers et puis cette exemplarité de la collectivité. Donc là, j'ai cité des stages qui étaient ouverts aux jeunes des quartiers prioritaires de niveau 3e. Et aujourd'hui, on l'étend à tous les niveaux avec un engagement fort pour accueillir ces jeunes en stage et notamment des jeunes femmes des quartiers prioritaires. Ensuite, il y a un projet aussi dont je voulais parler qui s'appelle la Cohu, qui est un projet assez atypique, à la base, de manière très schématique, on pourrait résumer ce projet à une sorte de conciergerie solidaire, agence intérim, espace de vie, café associatif, etc., etc. Et finalement, la meilleure façon de définir ce projet, c'est de dire qu'il est hybride et qu'il rentre dans aucune case. Et en fait, il est l'illustration, à mon sens, de ce projet dans le quartier de Maurepas, d'une coopération possible entre une collectivité, des bailleurs sociaux, des centres sociaux, Pôle emploi et la mission locale, WICARE, mais aussi avec des entreprises privées. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier en fait les grands chantiers et les grands chantiers dans le cadre du plan de rénovation urbaine du quartier, et en même temps des micro-chantiers, des micro-missions qui pourraient être assurées par des habitants sur, par exemple, du réemploi, sur, par exemple,
une fonction traiteur, sur plein de choses. Et donc, l'idée, c'est qu'en priorité, toutes ces missions vont majoritairement, même à plus de 90%, aux habitants de ce quartier et notamment les femmes. C'est aussi un lieu de convivialité et il a la particularité d'être porté que par des femmes, notamment des femmes du quartier de Maurepas. Autre sujet, c'est le soutien à l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes donc, dans les quartiers, avec différents dispositifs que vous avez peut-être aussi sur vos territoires. Et là où je me permets d'insister, puisque, comme ça a été dit en introduction, en tant que designer de services ESS, ça fait 12 ans que je travaille dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a un certain nombre là, de projets qui viennent s'installer dans les quartiers prioritaires. Et là, on a un gros enjeu, c'est de travailler justement cette feuille de route égalité avec ces acteurs-là, de façon à ce que finalement, on ne soit pas dans une espèce un risque de gentrification en fait des quartiers, un risque d'entre-soi aussi au sein de l'ESS, et un risque de clivage en fait avec les habitants et les habitantes. Et donc, c'est tout l'objet de notre travail en ce moment, d'essayer d'outiller, de penser ensemble et d'anticiper les choses, de façon à ce que ces projets-là ne soient pas portés que par des personnes CSP+, qui viennent s'installer dans les quartiers, qui connaissent le logiciel de création d'une entreprise, et qu'on soit bien dans des projets qui fassent bien, c'est même pas qu'ils fassent la place, mais qui soient vraiment pensés dès le début avec les habitants et les habitantes, et notamment des femmes. Donc, on a un projet qui s'appelle par exemple Yumi, qui est un restaurant d'insertion à destination des réfugiés. Et c'est un projet qui est aussi atypique et qui nous semblait intéressant parce que justement, on est sur des questions de démocratie alimentaire, de valorisation des compétences et en même temps aussi de déconstruction de l'imaginaire et des stéréotypes sur les personnes réfugiées. Et puis enfin, je terminerai sur ce volet-là, sur une exigence aussi que nous avons, ou en tout cas une culture qu'on essaye de faire perdurer, tant bien que mal, c'est celle du travail en coopération avec l'écosystème féministe de Rennes et antiraciste à travers différentes associations qui ne sont pas forcément sur le champ de l'emploi, ni sur le champ de la mobilité, mais qui ont par contre une expertise sur la déconstruction des préjugés et qui travaillent aussi sur des dynamiques intersectionnelles et qui viennent même nous former, nous élus, nous, les agents, etc., etc. Voilà. Et puis pour terminer sur cette présentation, un petit mot quand même sur la méthode. Je ne pouvais pas échanger avec vous sans parler du design de service. Donc, nous avons à Rennes Métropole un service qui s'appelle la coprod, qui est un service qui est né de besoin de se poser un petit peu au sein de la collectivité, de trouver du temps au sein de la collectivité pour avoir un petit peu des démarches collaboratives qui font des pas de côté et puis un peu d'idéation en fait sur les façons de faire et sur les mesures à déployer. Et petit à petit, en fait, ce service prend de plus en plus d'importance et son utilité est de plus en plus reconnue parce que ça permet aussi d'appuyer en fait des dynamiques d'innovation publique et de se questionner vraiment sur nos pratiques. Et voilà. Donc, dans la démarche de design de service public, l'idée, c'est pas forcément de trop dérouler là-dessus, mais c'est juste pour dire que c'est une boîte à outils et ça permet aussi de se poser la question au sein des quartiers prioritaires de la façon dont on fait de l'aller vers, où on parle beaucoup de concertation, qui parfois peut être aussi de la consultation déguisée, enfin de l'acceptabilité, je ne vais pas trouver le terme, de l'acceptation ou voilà, des projets qui sont déjà pensés bien en amont. Et là, l'idée, c'est de se dire que on part du principe qu'on va faire de l'immersion sur le terrain pour regarder ce qui marche pas. Et on va surtout essayer d'aller voir les personnes qui s'inscrivent dans du non-recours, donc vraiment les personnes non utilisatrices des dispositifs, avec un autre temps aussi qui va être plutôt celui comment dirais-je, d'essayer d'imaginer des focus group avec les habitants et les habitantes des quartiers pour penser un petit peu, je dirais, un équilibre des pouvoirs aussi, quoi, qu'on n'est pas qu'autour de la table que des agents,
ou que des élus, mais qu'on ait bien les personnes, les premiers et les premières concernées, avec ce temps d'idéation aussi pendant ces ateliers. Et puis après, il y a toujours ce temps aussi de prototypage. On va essayer d'imaginer des solutions et surtout, on va essayer de les tester directement sur le terrain de manière pas trop coûteuse, enfin avec voilà, que ça soit pas trop compliqué et qu'on puisse essayer de s'autoriser aussi le droit à l'erreur en fait. Et après, évidemment, du test un peu plus durable qui peut donner à de la pérennisation des mesures, des actions. Les autres points que je voulais souligner, c'est cette culture aussi de la recherche-action et d'évaluation de nos politiques publiques, avec par exemple là, tout fraîchement, qui a été présenté hier, les résultats d'une étude sur le ressenti des habitants et des habitantes de l'espace public. Et ça nous permet aussi d'aiguiller notre feuille de route et notamment d'essayer d'imaginer, enfin c'est pas d'imaginer, mais de mettre en œuvre une priorité sur cette question-là jusqu'au renouvellement du contrat de ville, on l'espère. Et voilà, donc des modalités aussi d'animation de la politique publique qu'on essaye de réinterroger avec l'État, le département et la ville de moi au nom de la métropole, pour essayer de s'appuyer sur ce qu'on a su faire en fait pendant cette période de Covid et surtout de confinement et de stop and go, où il y a eu beaucoup de solidarité informelle, mais il y a aussi beaucoup de pas de côté de la part des agents qui ont réussi à imaginer des solutions ou en tout cas tester des choses assez rapidement en s'émancipant eux-mêmes. Finalement, on est encore dans l'émancipation de parfois la lourdeur de la machine qui est une grosse collectivité ou en tout cas une agglomération. Et puis, les 3 derniers points, c'est effectivement aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour moi de me nourrir de vos expériences et puis d'aller voir aussi ce qui se passe à l'étranger. Donc moi, c'est vrai que je regarde un peu de près ce qui se passe à Barcelone. J'ai vécu aussi à Bruxelles et je trouve que dans l'approche belge, des fois, il y a des choses aussi très intéressantes comme l'approche canadienne. Et puis participer à des réseaux et enfin essayer, à mon sens, modestement, de m'interroger aussi régulièrement sur ma posture d'élu, en gardant ce cap qui est de se former tout au long du mandat. Et j'assume aussi complètement le fait d'avoir encore mon militantisme vivant, à la fois en tant que membre adhérente d'associations à Rennes, que ce soit associations LGBT, etc. Mais aussi en tant que femme issue d'un quartier populaire de Rennes, issue aussi d'un milieu populaire, enfin classe ouvrière, et puis en tant que femme aussi issue d'immigration postcoloniale. Donc de garder un lien avec les associations aussi qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici en termes de politisation, d'éducation populaire. Et puis enfin, d'assumer aussi que je souhaite et j'espère pouvoir garder mon activité professionnelle à côté, de façon à toujours me poser la question de comment on travaille avec et pas à la place d'eux. Comment travaillez-vous sur la cohérence et la synergie des initiatives dans les quartiers en appui aux femmes? Alors sur la synergie, alors je rappelle bien moi mon échelle, je suis à la métropole, donc le risque c'est d'être vite éloigné du terrain, quoi. Donc moi je m'appuie beaucoup sur les élus de quartier, sur les directions de quartier. Et évidemment, on a l'outil du contrat de ville, comme vous le savez, pour financer des actions. Mais en tout cas, c'est d'essayer de. C'est vraiment pas facile comme question parce qu'elle est pertinente et hyper intéressante, quoi. Mais sur cette idée de synergie, alors il y a les projets qu'on finance, qu'on accompagne, qui sont des projets transquartiers, donc qui regroupent plusieurs quartiers, voilà. En même temps, il y a aussi le fait de faciliter l'installation ou en tout cas la création d'espaces, comment je pourrais dire ça, de convivialité où en fait les associations peuvent aussi se retrouver, donc pour ne pas dire le nouveau mot à la mode des tiers-lieux, quoi. Et puis après, c'est d'essayer je ne sais pas trop quoi répondre de plus sur cette question-là parce que en plus, avec la période Covid, c'est infernal où on est tout le temps en visio. Et pour créer de la synergie et de la coopération, c'est pas toujours simple, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, mon enjeu, c'est d'être à la bonne place, quoi, et de pas faire à la place d'eux et essayer de trouver des leviers pour faciliter
l'expression de ces femmes-là et puis aussi de l'expression des assos parce que finalement, c'est de reconnaître aussi l'expertise de ces associations-là, quoi. Avez-vous mis en place un espace multi-acteurs, une plateforme? Oui, alors, au sein de la politique de la ville, on est en train de créer, donc comme je le disais, on repasse à la moulinette, tout ce qui a pu être fait au niveau de la com. Et donc quand je parle de communication, c'est un outil, c'est pas une finalité et c'est surtout aussi un outil en interne. Donc dans le cadre des directions de quartier, elles ont mis en place ce qu'on appelle des Padlets, que vous devez sûrement connaître, des outils, des plateformes numériques, où il y a toutes les informations et tout ça pour essayer d'être réactif. Donc nous, on va poursuivre ce travail-là. Et puis après, au niveau des outils, très concrètement, bah, c'est toutes les démarches autour de la démocratie locale, quoi. C'est ça qui fait aussi synergie, puisque comme on est dans des grands chantiers, justement sur ce sujet-là de démocratie locale, ça passe par, l'expression enfin, ça passe par repenser cette charte, on va mettre en place aussi des états généraux de l'égalité et de la lutte contre les discriminations et des états généraux de la vie associative. Donc voilà, c'est aussi des moments et des rendez-vous qui vont permettre, bah, de juste déjà d'écouter les besoins, quoi.